Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette troisième Green Interview. On est très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, comme vous le savez, GoMind, on est une entreprise spécialisée dans le développement web et mobile. Notre but, voilà, c'est d'évangéliser aujourd'hui les bonnes pratiques autour déjà du software craftsmanship, mais aussi de l'éco-conception. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Corentin Chéchou, qui est actuellement formateur Green IT. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de découvrir comment aujourd'hui, quelle est la vision de Corentin sur le Green IT, sur sa vision aussi de l'éco-conception. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de découvrir comment on peut intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans votre travail quotidien. Donc aujourd'hui, Corentin, on va un peu explorer les défis auxquels tu es confronté, les avantages de l'utilisation du Green IT et des moyens de mesurer l'impact environnemental que tu mets en place dans tes projets. Puis nous allons nous intéresser à ton avis sur comment tu peux adopter des pratiques plus écologiques et comment les gouvernements et les consommateurs peuvent encourager ce changement. Donc avant tout, je te propose de te présenter, Corentin, et de dire un peu qui tu es. D'accord. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous et avec Anthony. Donc qui je suis? Donc Corentin Chéchou, je suis formateur Green IT et je suis un codeur. Depuis maintenant 17 ans, j'ai eu beaucoup de rôles, codeur, développeur, manager, j'ai même un peu fait de business analyst. Et moi ce qui m'intéresse c'est de créer, d'apporter la valeur ajoutée. Et depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, j'essaie de sensibiliser le plus possible au Green IT. Ok, top. Bah, écoute, merci pour cette présentation, Corentin. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer sur les questions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le domaine du green coding? Pourquoi? Je suis toujours un peu écolo depuis que je suis né, je suis un peu écolo, j'aime bien la nature, tout ça, etc. Je triais mes déchets, j'aimais bien les arbres, voilà, bref. Je faisais attention à la voiture, je prenais le train, mais il manquait quelque chose. Je sentais pas l'impact que j'avais. J'éteignais les lumières, etc. Bon, je sentais pas l'impact. Et en 2021, c'est un peu grâce à mon ancien employeur. Ils avaient 50 serveurs dans la journée en prod pour absorber le volume. Et la nuit, ils avaient encore 50 serveurs en prod pour 10 visiteurs. Là, il y a une petite révélation et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à voir. Donc d'abord, le point de vue Green IT, pour moi, c'était la consommation d'électricité. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet. Et j'ai découvert tout le reste dessus. Et je me suis dit que je peux vraiment avoir de l'impact en tant que professionnel sur ce domaine-là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je veux et que il y a beaucoup de choses à avoir, à sensibiliser. Ok, d'accord. Et toi, aujourd'hui, comment tu définirais le green coding? Alors, le green coding, c'est une partie de l'iceberg. C'est comme le Titanic, on voit juste l'iceberg qui dépasse, il y a beaucoup d'autres choses. Le green coding, le green coding consisterait à faire attention aux ressources qu'on va utiliser. Pas seulement électriques, mais aussi matérielles. Parce qu'en fait, l'impact environnemental de notre métier en tant que développeur, c'est 80% sur tout le cycle de vie d'un point de vue matériel. Sur toutes les autres phases et à 20% sur l'utilisation logicielle qu'on en fait, sur le téléphone ou autre, ou ordinateur. Dans un premier temps, je me suis dit, 20%, ça sert à rien que je travaille dessus. Mais en fait, en tant que développeur, on va pouvoir pouvoir guider l'architecture matérielle et tout le matériel qu'on va mettre en place. Et donc, en tant que développeur, on a un impact complet sur tout quasiment tout l'impact environnemental du métier du numérique. D'accord, ok. Et aujourd'hui, pour toi, quels sont les avantages de l'utilisation du green coding ou du green IT dans son sens large dans le développement de logiciels? Il y a d'abord les impacts environnementaux. On va économiser moins de ressources, on aura moins d'impact sur l'environnement. Par exemple, on baisse les émissions de gaz à effet de serre, mais ça en France, c'est que 20% des impacts environ.
on va amoindrir l'impact des ressources, de l'épuisement des ressources, parce que le numérique utilise beaucoup de minerais, de minéraux, de terre, et utiliser moins de ressources va permettre de diminuer cet impact-là. Après, il y a un impact de performance, parce que quand on fait du green coding, on va faire quelque chose de léger, véloce, et donc on va avoir une application plus réactive, mieux pensée, où l'information sera directement accessible. Donc c'est un impact métier business aussi, qui est aussi important. Si vous cherchez à vendre du green coding, pensez à ça pour à vos managers. Il y a aussi un impact en termes de référencement web. Parce que l'information sera accessible beaucoup plus rapidement sur votre site web et ce sera la bonne information, votre SEO de votre site web sera meilleur. Et où Google aura eu le temps d'indexer tout votre site web. Donc il y a des impacts métiers et environnementaux. D'accord. Okay. Et le dernier impact, c'est l'employabilité, excusez-moi. Il y a aussi maintenant, de nombreuses sociétés, quand vous êtes référencé, vont demander est-ce que vos consultants sont référencés Gen-IT, est-ce qu'ils connaissent ce domaine-là, parce que il y a la législation qui arrive avec la loi AREN, avec la loi Climat et Résilience, qui vont imposer des affichages environnementaux comme des Nutri-Score, mais du numérique. D'accord, ok. C'est super intéressant ce que tu me proposes. Et du coup, aujourd'hui, toi, quels sont les défis auxquels tu es confronté en tant que professionnel du Green IT? Les défis, c'est de l'appliquer tous les jours. Moi, je suis un codeur, j'aime bien coder, j'aime bien y aller, quoi. J'aime bien ajouter des fonctionnalités. C'est comme si tu demandais à un pilote de Formule 1 de conduire une petite voiture citadine, voilà, à pédale. Je sais pas s'il va tellement apprécier. Donc en fait, le plus gros défi, c'est un défi personnel, c'est de ralentir, de prendre du recul, de bien penser vraiment aux besoins, quel est vraiment le besoin, quelle est la meilleure solution à mettre en place. C'est un des premiers défis. Le deuxième défi, c'est aussi de sensibiliser les autres personnes avec qui je travaille. Quels sont les impacts et de penser aux impacts à tous les jours. Quand je vais coder ces fonctionnalités-là, est-ce qu'il y a vraiment un impact, etc. Ou finalement, je le fais comme tout le code est déjà comme ça. Moi, j'interviens en plein milieu d'un projet, je ne vais pas tout changer. Donc, il y a des impacts sur le site web, sur l'application, et je ne vais pas tout dire stop et dire on refait tout depuis zéro. Donc, on continue, mais il faut rester le plus sobre possible. D'accord, ok. Et justement, par rapport à ça, tu fais comment, toi, pour mesurer l'impact environnemental d'un projet de développement logiciel? C'est compliqué. Il y a plein de choses. Pour les développements web, il y a des... parce qu'il n'y a pas que le web. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres architectures. La mesure, on peut mesurer la consommation électrique. Typiquement, on peut aussi mesurer... il y a des outils sur les serveurs, etc. On peut aussi mesurer le mix énergétique du data center. Parce que si le data center consomme que de l'électricité carbonée, on a beau consommer peu d'électricité, on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Il faut les deux. Il y a des outils d'analyse web comme EcoIndex et comme Green IT Analysis qui permettent à la fois de produire un score et de lister les bonnes pratiques. Ça permet aussi de... Alors, c'est un outil qui a son modèle de calcul. C'est un outil qui permet qui est basé sur un référentiel qui donne un score par rapport à un référentiel. Mais c'est toujours intéressant d'être comparé et d'avoir ce score-là. Il y a aussi une méthode de calcul qui est une méthode de calcul standardisée qui est fournie et qui a été choisie par la Commission européenne. C'est l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Et donc cette méthode-là permet, en choisissant un scénario le plus représentatif possible, en définissant bien un cadre, une volumétrie et tout ça, de faire une liste sur tout le cycle de vie. ACV, ça veut dire analyse du cycle de vie. Et donc, on va lister tout le matériel, tous les usages et tous les impacts environnementaux de chacun des usages. Et après, on va pouvoir en déduire des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de radiation ionisante, par exemple,
en termes d'appauvrissement des ressources abiotiques, en termes de consommation d'eau, par exemple, parce que des data centers, c'est du refroidissement, c'est de l'eau. Si votre système imprime beaucoup, ça va consommer de l'eau. Une feuille A4, c'est 4 litres d'eau. C'est énorme, surtout quand il fait 30 degrés dehors. Donc, il y a beaucoup d'outils, mais encore une fois, il faut aussi il faut aussi, faut aussi en choisir quelques-uns et toujours itérer dessus. On va pas faire des analyses de cycle de vie tous les jours parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Il faut aussi penser, par exemple, à l'humain quand on mesure. Des développeurs qui sont en télétravail, qui vont faire 10 mètres à pied de leur lit jusqu'au bureau pour travailler, n'ont pas le même impact que des développeurs qui vont prendre leur voiture ou qui vont prendre un train pour aller au bureau pour travailler. C'est pas du tout le même impact. Et ça fait partie d'une analyse plus globale de votre développement logiciel. Si vous avez une équipe offshore en Inde, ils ont un mix énergétique qui émet beaucoup plus de carbone, de gaz à effet de serre, que en France ou dans les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande. Et donc, le mix énergétique, l'impact sera différent dans la conception logicielle. D'accord, ok. Et justement, pour toi, qui est aujourd'hui un expert sur ces sujets, comment les entreprises peuvent adopter des pratiques de développement de logiciel beaucoup plus écologiques? Donc, j'ai bien conscience qu'il y a le côté technique, il y a le côté humain. Si on fait un mix de tout, quelle est ta vision? Déjà, faut qu'ils se sensibilisent, faut qu'ils aient connaissance du sujet. Donc déjà, faut qu'ils me fassent appel à moi, voilà, typiquement. Non, sinon. Vous entendez, s'il y a des personnes qui recherchent des formateurs Green IT, n'hésitez pas, Corentin est disponible. Voilà. Comment ils peuvent? Je pense que c'est un projet d'entreprise. C'est pas un projet de geek dans son coin, etc. C'est un projet d'entreprise. Et bien sûr, toute l'entreprise peut travailler dessus, mais on peut choisir des sujets, des projets et travailler dessus avec comme première ligne la sobriété énergétique, la sobriété, et le développement numérique durable. La durabilité, c'est important. De la même manière que des fois des projets ont eu un gros impact, un gros travail sur l'accessibilité, qui est un projet d'entreprise aussi. Là aussi, la sobriété, le Green IT doit être un projet à mener et doit être soutenu. Si on dit juste il faut faire ça, mais qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de budget derrière, typiquement, parce que les entreprises, c'est des budgets qui dégagent, typiquement, c'est des enveloppes, ça marchera pas. Il faut un soutien, bien sûr, hiérarchique du management. D'accord, ok, je vois. Et aujourd'hui, est-ce que comment, ça c'est plus sur le côté technique aujourd'hui, et comment les développeurs maintenant peuvent-ils intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans leur quotidien? Typiquement, il y a des bonnes pratiques à avoir. Il y a des bouquins avec des listes de bonnes pratiques. J'en ai un qui est juste là. Hop! Et il serait bien, c'est un vieux truc. Est-ce qu'il y a un endroit à l'envers? Il est à l'endroit, il est super, je l'ai lu. Alors je le conseille à tous, j'ai fait un article dessus d'ailleurs. C'est Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage, qui est un des fondateurs de Green IT. Alors, voilà. Pour ceux qui lisent ce type de livre, je tiens aussi à dire, petite parenthèse, c'est pas que du Green IT, ça prend aussi l'essence même du software craftsmanship. Donc, le software craftsmanship et le Green IT sont liés, messieurs, mesdames. Et donc, voilà, n'hésitez pas. En fait, il y a un truc c'est un truc à retenir, c'est que quoi qu'on fasse, on va consommer des ressources. Et il faut les consommer le moins possible. Comment dire? Et la performance, c'est un mot qui veut rien dire. Une Ferrari est performante parce qu'elle est véloce, elle est très rapide, mais elle va sucer je sais pas combien de litres de carburant. Et donc, nous, on veut aller loin. Donc, pour aller loin, on va peut-être pas forcément prendre une Ferrari, mais on va peut-être prendre une voiture qui va aller le plus loin possible. Peut-être que la voiture, c'est peut-être le moins... un bon exemple ici. Mais bon, il faut savoir... La seule chose à retenir, c'est qu'il faut savoir qu'on consomme des ressources quoi qu'on fasse en informatique.
Et donc, vous consommez le moins possible des disques durs, de l'électricité, du CPU. Si vous changez d'architecture et que vous divisez par deux le nombre de serveurs, donc que vous divisez par deux le nombre de matériel utilisé en back-end, vous avez diminué votre impact back-end entre guillemets par deux. Typiquement, c'est ce qu'a fait LinkedIn. Quand ils sont passés de serveur web Java à des serveurs web en Node.js pour leur infra mobile, je crois qu'ils ont divisé par 2 leur nombre de serveurs et qu'ils ont multiplié par 10 le nombre de la charge de trafic côté serveur. Et c'est typiquement un changement technologique qui peut être fait. Voilà. Donc, c'était quoi la question? Comment on peut développeur? Après, il y a des référentiels. Après, il faut toujours aussi challenger le besoin. Le besoin, c'est ça. Comment l'implémenter le plus sobrement possible? Par exemple, là, j'ai fait un mini projet. C'était quoi? Un raccourcisseur d'URL. Un truc tout bête, quoi, qu'on voit partout. LinkedIn en a un, Twitter en a un, etc. Moi, j'ai pas mis de base de données. Moi, mes URL, ils sont dans un JSON, clé et valeur, la clé URL, etc. J'ai un mini routeur que j'ai piqué sur un blog. Le code de l'URL est dans l'URL. Et pour faire la redirection, soit je peux faire ça en JavaScript avec un clic et puis en simulant un lien et puis un clic. Soit j'utilise la balise meta avec un refresh HTTP. Et puis, donc j'aurai une redirection dans 5 secondes, etc. Donc, on peut faire des trucs très très simples. J'y mets aucune feuille de style et ça marche très bien. Et pas de base de données. Et c'est bon pour mon besoin à moi, parce que j'ai pas besoin d'avoir une base de données énorme. Je veux rediriger mes URL à moi. Donc, c'est un projet GitHub déployé sur GitHub Pages et mes domaines sont gérés côté Google. C'est très... ça correspond à mon besoin. Ok, d'accord. C'est pas mal, tu as déjà commencé à répondre à pas mal de mes prochaines questions. Et justement, moi, j'ai besoin de ton avis sur un sujet qui nous est important depuis quelques semaines avec nos clients, avec GoMind, sur lequel on échange. Quel est ton avis, toi, sur l'utilisation du cloud pour le développement logiciel? J'ai le mien, mais je te laisse donner le tien. C'est pas mal. A priori, le cloud, c'est leur métier de faire attention au hardware, parce que s'ils font pas attention au hardware et qu'ils le jettent dans tous les sens, ils vont perdre de l'argent. C'est leur métier de faire attention à leur consommation énergétique, parce que si ils ont une mauvaise efficacité et s'ils refroidissent trop et si l'électricité va trop dans la clim et pas assez dans les serveurs, ils perdent de l'argent. Donc ils font a priori du bon métier. Après, parce que la mode c'est à l'écologie, ils vont mettre des panneaux solaires, ils vont mettre des centrales des éoliennes, etc. Mais aussi parce que c'est de l'électricité pas chère. Parce que au lieu de payer l'électricité, et ben ceux qui la produisent. Donc, a priori, c'est pas mal du tout le cloud. Cependant, on n'a aucun chiffre transparent. Même Microsoft, qui est un des pionniers sur la sustainability d'un point de vue cloud, on n'a aucun chiffre transparent. On n'a que des bonnes promesses, que des articles de blog sur les belles promesses, etc. Pareil pour mon projet GitHub Pages, j'ai regardé GitHub. Bon, GitHub c'est Microsoft, donc on connaît un peu. Mais ils ont un article de 2021 sur un engagement de ce qu'ils veulent faire, etc. C'est beau, c'est des belles promesses, mais on pourrait dire que c'est du greenwashing, parce que je ne sais pas si c'est tenu ou pas. Il n'y a qu'un seul fournisseur de cloud qui est intéressant. Pardon. Après, il y a un chiffre sur le cloud, c'est le PUE. C'est un indice qui définit l'efficacité, enfin le ratio entre l'électricité qui rentre dans le data center et l'électricité qui va directement dans vos ordinateurs. Et plus il est proche de 20, plus la façon dont le data center utilise l'électricité est efficace. Et tous les fournisseurs de cloud mettent des tendances, des courbes, des graphiques tous les ans, etc. pour définir une tendance de réduction de ce PUE. Le seul fournisseur de cloud qui est européen, même français, qui fournit en temps réel le PUE, c'est-à-dire toutes les 15 minutes, c'est Scaleway. C'est-à-dire j'ai tapé PUE Scaleway et j'arrive sur... il y a des liens en première partie sur Google, Data Center 5 de Paris, et j'ai un graphique en temps réel
Là, il était à 1,35 parce qu'il fait chaud à Paris, donc il rafraîchit beaucoup. Mais en général, normalement, on peut tomber à 1,18 pour les très bons data centers. Et donc, pour conclure, a priori c'est très bien, mais il faut que les fournisseurs nous donnent plus d'informations. D'accord. Ok. Intéressant. Et justement, comment toi aujourd'hui tu travailles avec les autres membres de tes équipes de développement pour intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans tes projets? Je les forme. Là, j'ai fait une sensibilisation pour un client. Je les ai formés et puis avec tout ce que j'ai sensibilisé, je peux faire la formation. Et avec tout ce que je leur ai dit, ils commencent à avoir des réflexes. On me dit, tiens, Corentin, il a dit ça par rapport à l'utilisation des fontes, etc. Donc là, pendant 5 minutes, on a discuté sur le sujet des fontes et la mise en cache, etc. Mais c'est pas évident parce que on est tous dans le flot de l'exécution, etc. Et on peut pas travailler sur ça ne peut pas être qu'un projet de développeur. Il faut que ce soit un projet d'entreprise, un projet faut que ce soit un sujet qui soit dans le projet lui-même, une trame de fond. Et donc on peut pas travailler facilement dessus, tous ensemble, de manière coordonnée, et à réfléchir vraiment sur le produit global s'il y a qu'une ou deux personnes qui travaillent, enfin, qui ont des connaissances. D'accord. Ok. Et par rapport à ça, comment tu choisis les technologies et les outils de développement qui ont un impact environnemental plus faible? Alors c'est intéressant ces questions. Faut toujours associer la technologie aux besoins. Si je veux être le plus véloce, je vais prendre une Ferrari. Si je veux aller le plus loin, je vais peut-être prendre une voiture. Pareil. Et on va essayer de trouver. La première chose que je fais, c'est que j'essaye de trouver les statistiques. Enfin, il y a des très bonnes statistiques sur tous les langages, côté serveur, langage, framework, infra, etc. Il y a beaucoup de statistiques qui existent. Et là, par exemple, on peut voir que des technologies comme du Rust, qui sont du natif, ou comme bien sûr C, C++, bon, bien sûr, il y a du natif et c'est très véloce, mais c'est plus risqué aussi, parce que C, C++ sont plus sensibles aux failles de mémoire que Rust n'est pas du tout sensible à ça. Donc, il faut trouver le plus de benchmarks possible sur les sujets. Après, moi, je me suis aussi beaucoup posé la question de Python. Python, Python est le langage de référence utilisé pour l'intelligence artificielle. Cependant, moi je me suis demandé pourquoi. C'est lent, c'est propulsé par des VM, c'est interprété, ou je sais pas quoi, je connais pas bien Python personnellement. Pourquoi utiliser le Python pour de l'intelligence artificielle qui nécessite autant de ressources que ça, autant de vélocité, de rapidité, etc. Et donc, au hasard d'un temps libre, je me suis entraîné à faire un tutoriel de reconnaissance de vêtements, peu importe. Et là, j'ai eu la révélation, j'ai compris. Le Python est utilisé. Enfin, j'ai écrit que même pas 10 lignes de Python. Parce qu'en fait, tout le code de l'intelligence artificielle, c'est dans des librairies. Et ces librairies-là sont compilées pour être exécutées en natif. Donc, sont très véloces. Donc, la technologie Python et l'intelligence artificielle fonctionnent bien parce que Python est un langage de syntaxe très facile à maîtriser et que après derrière, ça a été adapté pour que pour que ce soit très rapide à l'exécution. Parce que l'interprétation du code de 10 lignes est très basique et il n'y a pas beaucoup de temps CPU qui est passé à ça. Tout le temps, il est passé dans les librairies qui interprètent de manière très véloce et très efficace le code. Donc choisir la bonne technologie avec le bon besoin. Pareil, je me challenge beaucoup sur l'utilisation de framework. Moi, j'ai un gros background de développeur Java J2E, backend. Je me demande pourquoi Spring Framework, à quoi ça sert? De mon point de vue, c'est une énorme usine à gaz. Et maintenant, surtout avec les nouveaux serveurs web, même Java qui existent, on peut très facilement développer des technologies, développer des endpoints qui reçoivent une requête, qui font une requête en base de données et qui retournent le projet. Il y a peut-être
On peut faire la même chose sans Spring avec peut-être 10 à 15% de code en plus à développer par nous. De même, on peut aussi voir je me suis aussi beaucoup posé la question de GraphQL. GraphQL, c'est un outil un framework de Facebook, un standard, qui a été développé pour faciliter la vie des développeurs front-end, de manière à ce que les développeurs front-end interrogent directement la base de données. Donc le but de GraphQL, c'est d'aller plus vite et de faire un time to market plus rapide. Chouette, c'est louable. Maintenant, je me suis dit, je ne sais pas comment ça marchait, j'ai fouillé, etc. Et en gros, il y a pas plein de endpoints, il n'y en a qu'un seul endpoint qui reçoit une grosse requête. Et donc là, c'est une requête avec un post, typiquement. Et après, il y a un boilerplate, une mini-usine à gaz, qui va décompiler tout ça et qui va aller en base de données. C'est beaucoup plus sobre d'implémenter, peut-être moins véloce pour les développeurs et pour le cycle de vie, pour le time to market, mais c'était beaucoup plus sobre d'implémenter chacune des requêtes, des endpoints et des besoins spécifiquement, plutôt que d'utiliser ce boilerplate qui va servir à rien. La requête HTTP sera plus grosse. On aura une usine à gaz, une mini-usine à gaz qui servira à rien. Et en plus, si on met du GraphQL plus du Spring, là, on a tout gagné. Donc, vraiment challenger le besoin. Comprendre la techno avant de l'utiliser. D'accord. Ok. Et comment tu mesures justement les résultats de tes efforts pour réduire l'empreinte carbone sur tes projets? Le résultat, c'est pas évident, c'est avec tous les outils. Mais les résultats, faut faire des mesures régulières sur avant et après. Par exemple, si tu as un projet de refonte de site web, tu le mesures avant, tu fais ta refonte, tu mesures après, et tu vois, tu vois que tes efforts ont porté si c'est faux ou pas. Mais bien sûr, il y a l'analyse du cycle de vie qui va permettre de relever des points d'amélioration, qui est un standard, l'analyse du cycle de vie. Il y a des outils comme EcoIndex et comme Greenity Analysis. Il y a un outil qui s'appelle GreenFrame. GreenFrame, c'est un Docker qui se plug soit sur votre chaîne de CI/CD pour analyser les scénarios que vous avez prédéfinis, ou soit en direct sur votre infra. Vous pouvez aussi faire appel à GreenSpector, on l'a eu la dernière fois. Excellent. Mais eux, ils n'ont pas encore de solution SaaS, donc en fait, ils ont une solution de consulting pour l'instant, et puis ils peuvent accompagner tout le monde à faire ça. Il y a aussi une outil de mesure que j'aime bien, c'est la facture IT. Si vous enlevez 20%, 40% de vos serveurs, typiquement, vous allez payer moins de charges pour votre facture IT. Et ça peut être un indicateur. Je dis pas que si la facture IT baisse, ça peut être un indicateur de performance énergétique, green, mais ça peut être un élément à regarder. Et après, on peut aussi mesurer la charge CPU, la charge mémoire, la charge de stockage. Si vos disques durs sont pleins ou sont à 50%, ou si vous arrivez à mutualiser des disques durs, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'outils d'analyse et d'outils de monitoring à prendre en compte. D'accord. Et comment tu t'assures justement que les technologies et les solutions que tu mets en place, elles sont pérennes? Ah bah ça, c'est pas facile parce qu'il peut y avoir on peut être pris par un effet de mode et dire tiens j'aime bien cette techno, elle est sympa. Bon non, version alpha. Et puis finalement on n'est pas maître du truc et puis la technologie peut partir en quelqu'un d'autre. Moi j'avais fait ça, j'avais beaucoup appris sur une base de données, NoSQL à l'époque, et puis elle a fermé. Elle avait faillite et puis j'ai pas travaillé pour rien dessus. J'ai me codé, fait des projets dessus, etc. C'était pas content. On peut pas trop. Faut vraiment au feeling. Bon, après, oui, Java, on connaît, il y a du Oracle, il y a énormément d'utilisation, donc on connaît, etc. Donc on peut. Java, c'est périn. Après, moi, j'investis beaucoup de temps sur du ROS parce que d'un point de vue performance environnementale, d'un point de vue performance tout court, ça semble cohérent. Et maintenant, je suis d'autant plus rassuré qu'il y a du Google, qu'il y a du Google qui utilise, notamment pour du Android.
Il y a du Microsoft, il le met dans son OS. Donc, je suis très confiant sur ces technos-là, mais c'est pas facile. J'ai pas de miracle pour ça. D'accord. Et justement, on parle beaucoup de tech, on parle beaucoup de développement, d'outillage, de langage, de framework. Mais aujourd'hui, comment tu sensibilises toi et tu travailles avec les parties prenantes d'un projet pour les sensibiliser aux avantages de l'utilisation de l'éco-conception et du Green IT? Comment je sensibilise? Faut parler faut parler des impacts. Enfin, je vois pas trop là. J'ai un peu répondu tout le long, quoi. C'est-à-dire, faut communiquer le plus possible sur les impacts. Et puis comment? La question n'est pas assez claire. Je me disais plutôt, alors est-ce que tu as des ateliers que tu mets en place, si on va un peu plus préciser? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne mets pas ça en place, mais des fois, je suis sollicité par d'autres entreprises pour les sensibiliser sur le Green IT, etc. Donc oui, typiquement, j'ai une offre où je présente pendant une heure et demie le sujet. Et ça sensibilise toute l'entreprise, enfin toutes les personnes qui viennent, en tout cas au sujet. Pour l'instant, si je fais que ça. D'accord, ok. D'accord. Et aujourd'hui, pour notre audience, comment les devs aujourd'hui peuvent se tenir informés des dernières tendances en matière de Green IT, de Green Coding? Il y a plusieurs. Déjà, si vous êtes sur LinkedIn, restez-y. Il y a pas mal de trucs sympas. Je vous conseille de vous abonner à greenIT.fr, l'association, typiquement. Il faut la suivre. D'ailleurs, notamment, ils ont fait un live notamment pour communiquer sur les performances green de son site web sans faire du greenwashing. Ça, c'est intéressant. Ils travaillent en même temps avec la Commission européenne, le gouvernement français. C'est les précurseurs du domaine et puis les meilleurs. On va pas se cacher. Pardon. Hop, c'est fait ça. Et ensuite, faut aussi suivre. Vous pouvez aussi suivre d'autres influenceurs qui travaillent dessus. Vous pouvez me suivre moi, par exemple. Vous pouvez suivre aussi, mince, j'ai perdu le nom. Il n'y a pas que nous deux. Et puis, j'en avais une troisième référence. Et j'ai oublié. Désolé. Moi, je peux en donner aussi un peu, si je peux t'aider, Corentin. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre page, car tous les lundis, on a ce qu'on appelle le Green Monday. On écrit des articles justement sur l'éco-conception, justement sur des bonnes pratiques. Et après, il y a aussi des choses intéressantes. Il y a toutes les séries de Robert C. Martin sur le software craftsmanship qui vont permettre de vraiment d'appréhender justement ces bonnes pratiques de développement sur des pratiques beaucoup plus classiques. Et après, oui, comme disait Corentin, donc greenIT.fr, et il y a aussi un beau projet avec lequel on va peut-être le rejoindre avec GoMine. C'est autour de l'éco-coding. Je ne peux pas encore trop en parler, mais je te tiendrai au courant par rapport à ça. Voilà. J'ai trouvé ma dernière référence, c'est la Green Software Foundation. Ouais. De Assim, qui est dirigé par Assim Hussain, qui est un ancien Microsoft, maintenant qui travaille chez Intel et qui a beaucoup de projets. Mais eux, ils sont très orientés, surtout à la base, c'était sur l'empreinte carbone. C'est d'ailleurs la différence entre les Américains et nous, c'est que eux, ils utilisent dans leur évaluation d'impact surtout l'impact des gaz à effet de serre, tandis que nous, on prend un impact global sur tous les domaines, tant d'un point de vue appauvrissement des ressources que gaz à effet de serre ou autre chose. D'accord. Et comment aujourd'hui les entreprises peuvent encourager leurs employés à adopter des pratiques de développement logiciel beaucoup plus écologiques? Comme je disais, c'est un projet d'entreprise, donc en fait, encourager, faut laisser du temps, faut des enveloppes, typiquement des budgets, donc c'est typiquement ça. Faut s'outiller, faut faire appel à des consultants qui connaissent ce sujet.
par exemple, quand les entreprises sont passées à l'agilité, ils ont fait appel à des coachs agiles pour travailler tout ça, travailler la méthode. Là, c'est la même chose. Il faut faire appel à des personnes qui sont experts, qui ont été formées par des organismes ou qui connaissent très bien le sujet. Donc, faut qu'il y ait des personnes lead et du budget pour driver vraiment le sujet. Et encore une fois, il faut aussi être très précis, parce que si on n'est pas très précis, pas transparent et qu'on ne produit pas de mesures, on peut toujours être taxé de greenwashing et donc de mal communiquer sur nos intentions. Exactement. Tu as tout à fait raison par rapport à ça. Il faut être absolument délimité entre le green IT et le greenwashing. C'est vrai que il y a une fine membrane qu'il ne faut pas franchir. Je suis assez d'accord. Et à travers ça, justement, toi, en tant qu'expert, comment tu envisages l'avenir du green IT? Alors, ça va être dans la loi. C'est dans la loi, ça va être dans la loi. Donc en fait, la loi indique que il va falloir communiquer sur ses performances de sobriété, sur son impact environnemental. Que toutes les entreprises, que tous les produits et services devront mettre en place une communication sur l'impact environnemental de leurs produits ou de leurs services. Donc, on a de l'avenir, typiquement. Le Green IT est un sujet qui va être, est un sujet qui est de plus en plus demandé et nécessaire. Donc, l'avenir est là. C'est un sujet qu'il faut prendre en compte. D'accord. Et tu parlais des lois qui vont être mises en place, etc. Mais comment les gouvernements peuvent encourager encore plus les entreprises à adopter des pratiques de développement plus écologiques? Là, c'est la même chose que pour l'instant, c'est sur la bonne volonté, mais c'est la même chose que pour le gouvernement. Pour encourager une entreprise, faut mettre des amendes derrière. Si vous communiquez pas, vous avez les amendes. C'est comme pour l'accessibilité. Si vous travaillez pas dessus ou si vous produisez pas un rapport sur l'accessibilité, vous avez une amende. C'est pareil. Pour l'instant, c'était réservé à des grosses entreprises, mais après, ça va descendre. En parlant d'accessibilité, j'aimerais faire un aparté. Le Green IT, c'est qu'une partie plus ou moins. C'est qu'en fait, l'éco-code, c'est qu'une partie du sujet Green IT. Le Green IT vise à produire des services numériques durables, équitables socialement et en diminuant l'impact environnemental. Et donc, dans ce cadre-là, l'accessibilité, mettre en place des sites accessibles ou des systèmes accessibles doit être être un prérequis et aussi un travail de Green IT. Si vous êtes développeur en accessibilité, c'est bien parce que vous travaillez déjà dans le domaine global du Green IT. Ok, d'accord. Et maintenant, on va s'intéresser un peu aux consommateurs du Green IT, les consommateurs en général. Comment les consommateurs ils peuvent encourager les entreprises justement à adopter des pratiques beaucoup plus écologiques? C'est un sujet très général, ça. Typiquement, c'est d'ailleurs pour ça que l'association greenIT.fr force à faire un Nutri-Score de l'impact environnemental. Déjà, il y a l'indice de réparabilité qui a été mis en place sous l'impulsion du greenIT.fr justement et qui force à donner du pouvoir aux consommateurs. De la même manière, il y aura aussi un indice de sobriété numérique qui va forcer aussi les utilisateurs à donner du pouvoir. Vous préférez quel site web, celui-là ou celui-là? Voilà, les deux, ils ont chacun un score. C'est de la même façon. On a vu que le Yuka, qui a popularisé le Nutri-Score, a énormément changé le comportement de l'industrie agroalimentaire. De la même manière, ce principe-là va énormément changer aussi la donne. D'accord. Ok, très bien. Écoute, moi j'ai fini avec mes questions, Corentin. Est-ce que toi tu souhaiterais ajouter quelque chose d'important avant qu'on laisse notre audience un peu poser des questions? Oui, on va faire un code promo. J'ai des formations Green IT. Donc le code promo c'est GO10. Voilà, 10% sur la formation.
que je propose. Et si vous voulez en savoir plus sur ma formation, vous me contactez. Et puis, je vous donnerai encore les références. J'ai pas encore de landing page. Faut que je travaille sur la sobriété de ma landing page. Mais ça va arriver. Okay. Donc voilà, et puis merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce sujet vous a plu. Et pour toutes les questions, c'est maintenant ou plus tard si vous voulez. Okay. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Corentin Géchou sur LinkedIn. Et pour ces formations, n'oubliez pas le code GO10 justement pour avoir un pourcentage justement sur ces formations. Et j'en profite aussi en septembre, car si vous voulez passer, Corentin sera speaker pour notre masterclass sur les fondamentaux du Green IT. Donc, voilà. Donc réservez vos places parce que c'est une masterclass, donc il y a très peu de places. Donc on vous enverra rapidement à ceux qui ont participé un petit mail d'invitation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est le moment de poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Corentin, ce sera une joie de vous y répondre. Ça veut dire que tout a été clair, c'est parfait. Tout a été clair, effectivement, ça a l'air d'être parfait. Je vais encore laisser une minute peut-être pour les gens, peut-être les gens qui peuvent se... Ouais, exactement, c'est ça. Je vais peut-être rajouter quelque chose, je l'avais rajouté en commentaire, mais le Green IT, enfin, le Green Coding, ça doit être plus large, ça doit sortir des mains, c'est pas que dans les mains du développeur. L'éco-conception repose sur quatre piliers, de l'optimisation de code, de l'optimisation d'architecture, de l'optimisation d'expérience utilisateur et de l'optimisation peut-être d'une refonte disruptive complètement différente de l'implémentation du besoin. Et donc sur ces quatre piliers-là, c'est un standard, j'invente rien. Et beaucoup de personnes peuvent travailler. C'est pas que dans les mains des codeurs. Oui. Okay. Alors là, on commence à avoir des premières réponses. Merci Amadou, tu as répondu à toutes celles que j'avais. Frédéric Sacoccio, pas de questions, mais exposé super intéressant. Et on a notre première question avec Aura Grosu. Alors, j'ai une question sur l'analyse de cycle de vie. Comment on fait pour avoir les données nécessaires? Quelles bases de données sont pertinentes selon vous? D'accord. Il y a deux bases de données actuellement. Il y a une base de données chez l'ADEME où, en fonction des différents matériels, ordinateurs, écrans, smartphones, etc., chargeurs, ils ont des impacts sur différents trucs, sur différentes catégories. Après, il y a le site web Negaoctet, je crois que c'est negaoctet.org, normalement, si je me rappelle bien, où a contribué le greenIT.fr, qui a la plus grosse base de données d'impact environnementaux. Vous cherchez l'impact environnementaux d'un ordinateur HP, machin truc, là, vous avez tous les impacts environnementaux sur toutes les phases du cycle de vie. Par contre, l'ADEME, c'est gratuit, cette base de données-là, elle est payante. Pourquoi elle est payante? Parce que tous les acteurs qui ont participé à construire cette base de données n'ont pas décidé de l'ouvrir. Donc, si vous voulez avoir un accès libre à la base Negaoctet, je vous conseille qu'on s'organise tous pour essayer de faire une pétition, pour pousser, pour que... merci Fred, je connais Fred, c'est possible. Comment dire, qu'on pousse tous pour que la base de Negaoctet soit open source et libre pour tout le monde. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Ok, d'accord. Là, il y a Nicolas Dodin aussi qui te transmet aucune question. Tu as donné plein d'infos, ça me motive d'autant plus pour étudier le sujet. On va en faire un vrai skill. Ça fait plaisir d'entendre ça, merci.
Avec plaisir. Bon, voilà, Nicolas, si tu souhaites questionner un peu plus Corentin ou participer à sa formation pour en faire un vrai skill, n'oublie pas, tu as le code GO10 pour mettre ça en place. Super. Normalement, je fais 2 posts par semaine sur, sur le Green IT. Des fois, quand je suis un peu feignant, je mets une citation. C'est un peu plus rapide. Et je suis sur ce rythme-là, normalement. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il y a Aura qui te remercie aussi, Corentin. Merci d'avoir été là, Aura. Super. On va encore laisser encore quelques minutes pour les gens qui veulent poser des questions. Pour qu'on soit un peu plus concret. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, je vais me présenter tes bouquins, moi. Qu'est-ce que j'ai comme bouquin? Alors, on va faire mon petit... Hop. L'enfer du numérique de Guillaume Pitron. Guillaume Pitron est un journaliste cette fois. Donc c'est Voyage au bout d'un like. Et donc c'est sous forme d'un roman journaliste, etc. Il va dans les quatre coins du monde inspecter tout le cycle de vie, tous les impacts environnementaux, et c'est vraiment sympa. On voit, et dans la même chose, Guillaume Pitron encore, la guerre des métaux rares. Donc on voit énormément, on utilise énormément de métaux rares dans le numérique, dans nos outils, et c'est un livre très intéressant à étudier. Okay. J'en ai un troisième, c'est lequel? On retourne chez Frédéric Bordage, greenIT.fr. Super livre. Sobriété numérique, les clés pour agir. Alors là, c'est pas un roman, enfin c'est pas un roman. Là, c'est un dictionnaire, donc c'est un mot-clé, un texte. C'est très simple. Et c'est un super livre qui donne énormément de ressources. Ok, super. Super. Bon, est-ce que vous avez des questions? Là, je le pose la dernière fois. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour lire. Vous avez le bon formateur, donc n'hésitez pas. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir tous participé à cette troisième interview. Donc cet été, on sera un peu plus calme. On ne fera pas trop de green interview. On redémarre en septembre avec nos masterclass, nos forums et du coup, nos green interviews aussi. Donc on se donne rendez-vous en septembre. Je tiens à remercier à tous ceux qui étaient là. Merci à toi, Corentin. Merci Anthony, merci à tous. Au revoir, merci à tous. Au revoir, bonne journée.